L'océan nous protège depuis des siècles face au changement climatique. Il est aussi notre plus grand allié car il absorbe plus de 90% de la chaleur générée par l'activité humaine. Son exploitation peut-elle nous aider à construire un modèle décarboné? Quel est le bénéfice-risque? C'est notre grand angle. Je vous présente tout de suite nos deux invités. Javier Escartine, bonjour. Vous êtes géologue, directeur de recherche au CNRS. Cela fait plus de 20 ans que vous travaillez sur la tectonique des fonds marins. Merci d'être avec nous. François Chartier, bonjour. Vous êtes, vous, chargé de campagne Océan et Pétrole chez Greenpeace. Alors, j'ai appris que nous connaissions moins les fonds marins que la surface de la Lune. Quel est l'état de notre connaissance de ces grands fonds océaniques, Javier Escartine? C'est un manque de connaissances importantes. Y compris dans la communauté scientifique? Oui, bien sûr. C'est une question simplement d'exploration. Simplement pour avoir des cartes, que c'est le document de base, sur l'information de base, on a cartographié peut-être 20% ou 25% des océans. Et si on pense à observation, c'est probablement quelques dizaines de kilomètres carrés. Donc, combien de mètres de profondeur faut descendre pour découvrir ce plancher océanique? Bon, la moyenne des océans, c'est 3000 mètres. Les points les plus profonds, 11 000 mètres. Et si on parle des ressources de minéraux, on parle des profondeurs de 4000, 5000 mètres de profondeur. Et quelle est la topographie, quelle est la géographie des fonds océaniques? Ça varie énormément selon les zones. Donc, les fonds c'est comme la Terre? Non, c'est très différent. Il y a une chose qui s'appelle les dorsales océaniques au milieu des océans, qui sont de l'ordre de 2000 mètres de profondeur, 2000-3000. C'est là que la croûte se forme. Et après, ça descend vers ce qu'on appelle les plaines abyssales. Ce sont des régions plus sédimentées, avec moins de relief. Et c'est là qu'on retrouve les minéraux. Les nodules. C'est une des trois sources de minéraux possibles. Alors, vous, à Greenpeace, c'est votre nouveau cheval de bataille, ces fonds océaniques. Vous avez commencé une campagne. Qu'est-ce qui intéresse les multinationales? Il y a une menace. Aujourd'hui, personne n'exploite les ressources minières et heureusement des grands fonds, mais la menace se précise puisqu'un certain nombre d'industriels veulent exploiter ces fameux nodules polymétalliques. Alors, on a beaucoup vendu ça comme étant l'Eldorado, et on en reparlera sûrement par rapport aux questions de transition. En fait, il s'agit d'un certain nombre de minéraux très connus, du cuivre, du cobalt, du nickel et du manganèse. On veut aller exploiter ces minerais. En fait, c'est une question de business et de profit. Et la menace environnementale, elle est énorme et on peut l'éviter. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'exploration, vous dites? Il y a de l'exploration. Il y a de l'exploration scientifique, il y a aussi de l'exploration à des fins minières, donc d'aller tester des machines, d'aller tester les rendements. Donc c'est l'exploration dans ce cas-là qui est vraiment en fait de la prospection minière, comme on dit dans d'autres domaines, dans le pétrole, mais il n'y a pas d'exploitation industrielle. Et il y a aujourd'hui, dans le cadre d'une conférence des Nations Unies, un débat sur faut-il aller exploiter, faut-il mettre en place un code minier, faut-il accélérer parce qu'il y a une pression de certains États pour l'exploitation, ou faut-il aller vers un moratoire, qui est la position portée par les ONG ou la France et une vingtaine de pays. Que pense le scientifique? Donc oui, on est en train de faire des évaluations des ressources, on fait la cartographie, on peut commencer à savoir la quantité de minéraux qu'il y a sur différentes zones. Il y a assez de ressources, c'est vrai, pour faire une transition écologique, ça c'est pas la question. La question est si on peut le faire du point de vue technique, ça c'est une grande question en ce moment. Et après, il y a toutes les conséquences qu'il peut avoir pour l'environnement, par la manque de connaissances à la fois des écosystèmes au fond de la mer, parce qu'on n'a jamais étudié tout ça en profondeur, mais aussi parce qu'on ne connaît pas non plus les systèmes d'exploitation minière qui sont encore très expérimentaux. Donc on ne sait pas quelles vont être les conséquences dans l'environnement, les bruits, les dépôts de sédiments, les rejets qui vont être faits à la mer. En fait, on ne sait pas, comme on ne sait pas exactement, on ne connaît pas ces fonds océaniques, on ne sait pas quelles pourraient être les conséquences de l'activité humaine. Absolument pas, parce que d'abord, d'une part, on parle toujours du fond océanique, il y a les écosystèmes, c'est la base, les substrats où il y a certains écosystèmes au fond de la mer, mais on oublie que tout cet écosystème, c'est lié à la surface par toute la colonne d'eau. Toute la colonne d'eau qu'il y a dans les océans, c'est 90% probablement de la biosphère de planète Terre. Tout impact qu'on va voir au fond de la mer aura éventuellement des conséquences jusqu'à la surface. Quel est le statut juridique de ces fonds océaniques? Alors c'est ce qu'on appelle la haute mer. La haute mer, c'est le bien commun de l'ensemble de l'humanité. Et donc, ça dépend du système des Nations Unies, ça dépend, alors c'est très juridique, mais ça dépend de ce qu'on appelle la Convention des Nations Unies du droit de la mer. Et il y a une organisation qui s'appelle l'Autorité internationale des fonds marins, qui est basée à Kingston, en Jamaïque, qui a deux mandats
et ces mandats peuvent être d'une certaine manière contradictoires et qui expliquent la complexité politique dans laquelle on est. D'une part, elle est chargée de mettre en place l'exploitation. Alors ça a été écrit dans les années 80, les questions environnementales, on ne les avait pas trop intégrées. Mais d'autre part, son mandat, c'est aussi d'empêcher la destruction du milieu marin et d'en garantir la protection. Et aujourd'hui, on n'est pas capable de dire, comme vous le disiez, que si on descend des bulldozers pour aller chercher des nodules, on pourra garantir la protection. On est plutôt capable de dire, a priori, ça va plutôt être extrêmement destructeur. Donc aller vers l'exploitation serait en contradiction même avec le mandat. Donc il y a une bataille juridique qui explique pourquoi aujourd'hui il n'y a pas encore de code minier, il n'y a pas encore de réglementation, parce que c'est extrêmement complexe. On n'arrive pas à répondre à des questions aussi basiques que quel va être l'impact d'une activité. Donc il n'y a pas de consensus de la communauté internationale sur cette question-là? Il n'y a plus de consensus et ça c'est très très intéressant parce qu'il y en a eu une, c'est ça? Jusqu'à l'année dernière, cette autorité, de manière un peu dans son coin, personne ne s'intéressait à ce qui se passait à Kingston, en Jamaïque, sur les fonds marins, construisait tranquillement son code minier pour un jour aller exploiter. Et là, le consensus, il a explosé. Un certain nombre de pays, d'abord des pays d'Amérique du Sud, comme le Costa Rica, le Chili, des pays du Pacifique, et récemment la France. Le président Macron a clairement pris position pour une interdiction de toute exploitation des fonds marins. Et ces pays se sont exprimés pour la première fois à Kingston à la conférence de l'Assemblée générale en juillet. Donc on a aujourd'hui deux camps, on a vraiment une dynamique pour le moratoire, contre l'exploitation, pour la protection du milieu marin, qu'on n'a jamais connue. Et ça, c'est très nouveau. Et quels sont les pays qui sont plutôt en faveur de l'extraction? Alors, il y a un cas de figure qui est très intéressant. Il y a une toute petite île du Pacifique qui s'appelle Nauru, et qui est le sponsor d'une entreprise canadienne qui s'appelle The Metal Company. Tout ça, c'est très peu connu. Ils ont pour projet d'aller exploiter au plus vite. Ils ont les moyens technologiques, en tout cas ils l'affirment, et donc Nauru pousse très fortement à accélérer par des moyens juridiques l'exploitation. Ils sont soutenus par la Norvège, par le Royaume-Uni, ou des pays comme la Chine, qui est très fort en faveur de l'exploitation, ou de manière plus... Voilà, le Mexique notamment, par exemple. Javier Escartine, est-ce que, comme pour le pôle Sud, il y a une coopération internationale entre les scientifiques? Oui, il y a... Bon, on a fait énormément de projets à niveau européen, par exemple, c'est une coopération avec les États-Unis, à la fois pour caractériser toute cette zone des ressources minières. On a parlé des zones abyssales où il y a les nodules. On fait aussi des travaux sur les dorsales océaniques où il y a les systèmes hydrothermaux. C'est une autre possible source de minerais. Et aussi ce qu'on appelle les croûtes. Il y a dans des îles, dans les côtés des îles, il y a des croûtes de manganèse qui peuvent avoir un intérêt économique. Et tout ça se fait par des projets nationaux et aussi internationaux. Et ça qu'on arrive à voir, c'est un consensus à niveau international du point de vue des chercheurs, qu'on a un manque de connaissances pour donner un avis sur l'impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on vous demandait votre avis, si cette agence onusienne demandait l'avis de la communauté internationale, vous ne seriez pas capable de répondre? Non, parce que du point de vue écosystème, par exemple, chaque fois qu'on fait une campagne océanographique, on découvre de nouvelles espèces. On ne connaît pas la vitesse ou l'importance de ces écosystèmes pour le reste du système océanique, si vous voulez. Donc, ce n'est pas non seulement l'abondance, parce que c'est un des arguments mis en avant, c'est le manque d'animaux, mais c'est la fonction que ces écosystèmes ont dans les systèmes océaniques et ça peut impacter. Donc, nous avons un manque de connaissances qui ne nous permet pas en ce moment de pouvoir faire... Mais vous, concrètement, en tant que scientifique, vous seriez en faveur d'une possibilité d'une extraction commerciale ou pas? Je crois que ça sort du cadre de la science, d'accord? En ce moment, s'il y a un intérêt stratégique ou économique, ça devrait être une décision faite par des politiciens, sachant qu'on ne peut pas faire des évaluations et vivre avec les conséquences. Comme chercheur, je ne peux pas faire une évaluation d'impact. Après, comme citoyen, je peux avoir mon opinion qu'il faut faire un moratoire ou non. Mais du point de vue scientifique, on ne peut pas donner des informations précises sur l'impact. Et que pensez-vous, alors vous, on l'a compris un peu, mais vous allez pouvoir y répondre aussi, mais que pensez-vous de l'argument selon lequel cette exploitation permettrait une transition énergétique et permettrait de décarboner nos économies? C'est un argument que je crois c'est discutable. D'une part, pour les batteries, il y a d'autres éléments qui devraient venir des exploitations minières à terre, donc on ne va jamais transférer tout à la mer. D'autre part, il y a que deux systèmes
qui commence à fonctionner, mais il n'y a pas une activité industrielle qui permettra d'avoir les volumes de matériel ramenés à terre. Donc, si on parle de passer à faire cette transition avec les produits du fond de la mer, on parle de dizaines d'années. Et après, on ne prend pas en compte que peut-être il faut mettre ça dans un cadre différent sur la sobriété économique, aussi pour des ressources, et aussi avec possible changement de technologies qui permettront d'utiliser d'autres minéraux qui ne sont pas disponibles au fond de la mer. Vous pensez, vous également, qu'il faut plus de sobriété et ne pas aller souiller les fonds marins alors que nous l'avons peut-être suffisamment fait sur Terre? C'est extrêmement cynique et on voit là aussi vraiment les stratégies qu'on voit aussi notamment dans l'industrie des hydrocarbures de greenwashing. Quand on voit les entreprises qui veulent aller miner, qui montrent un nodule en disant ceci est l'avenir et ceci est l'électrification. C'est cynique parce qu'en fait, ce qu'on est en train de mettre dans la balance, dans cette équation, c'est si vous voulez sauver le climat, il faut sacrifier les grands fonds. Or, c'est complètement scientifiquement aberrant. C'est-à-dire qu'on a besoin d'écosystèmes fonctionnels, océaniques et autres, pour que le climat fonctionne. Tout ça interagit. On ne peut pas mettre d'un côté la biodiversité, de l'autre côté le climat. Donc, d'un point de vue scientifique, c'est stupide. Et d'un point de vue politique, c'est d'un cynisme qui est totalement inacceptable. Et oui, en termes de sobriété, si on nous vend le même modèle linéaire, extractivisme sur lequel on repose depuis 200 ans, c'est-à-dire, on va juste changer la propulsion des voitures. On va remplacer les voitures au diesel par des voitures avec des batteries au lithium, mais ça sera toujours des SUV de 2 tonnes. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et c'est pas ça la perspective d'une économie circulaire où on recycle, où on rentre dans des logiques de sobriété. En fait, c'est d'abord repenser nos mobilités avant d'aller se poser la question Et puis là, il y a un dernier aspect que je voulais aborder. On parle absolument pas de la libération potentielle de CO2 qui est stockée dans les fonds marins depuis des millions d'années. Est-ce que ça, c'est une question C'est une question qui est en train d'être étudiée. Les fonds marins, les sédiments sont des puits de carbone. Il faut savoir que quand on ramasse des nodules, on va ramasser et complètement détruire la surface, les premières 10, 20, 30 cm. Et c'est là qu'il y a probablement un concentré de carbone. Ça, c'est un vrai risque? Non, c'est une certitude, ce n'est pas une question de risque. Il faut savoir aussi qu'on parle beaucoup de minerais soutenables. On ne devrait pas parler comme ça. Il faut penser qu'un nodule, le taux de croissance d'un nodule, c'est d'entre 1 et 10 mm par million d'années. Donc, une fois qu'on a ramassé ce nodule, ça va prendre des millions d'années à se former. Et on sait que les endroits qui ont été minés, il n'y a pas eu une récupération après 20, 30, 40 années. Donc, les vitesses du système en profondeur sont beaucoup plus lentes à terre, donc on ne peut pas faire une extrapolation. Merci à vous deux.